Bonjour et bienvenue dans Tracker, le podcast Bourse de l'Écho. Cette semaine, nous poursuivons notre série de rencontres avec les professionnels de la finance avec la rediffusion des Tracker Plus. Ce jeudi, c'est l'épisode réalisé il y a 1 an avec Marc Mazur que je vous propose de découvrir ou redécouvrir car il n'était jusqu'ici réservé qu'aux abonnés de l'Écho. Le titre original de l'épisode était « Celui qui liquidera ses bitcoins à 100 Bitcoin. Le titre original de l'épisode était « Celui qui liquidera ses bitcoins à 100 000 $, un titre qui a bien vécu car lors de la première diffusion, il y a donc pratiquement 1 an, le cours de la plus connue des crypto-monnaies évoluait largement sous les 50 000 $. Entre-temps, le bitcoin n'a fait que grimper pour franchir les 100 000 $ en décembre dernier. Histoire de ne pas vous resservir un podcast trop froid, voire périmé, nous avons recontacté Marc Mazur pour nous mettre quelque peu à jour. Vous allez à présent donc entendre, en prélude de l'épisode original, le crypto-trader nous raconter comment il a vécu cette nuit de décembre où le bitcoin a dépassé pour la première fois les 100 000 $ et ce qu'il a fait immédiatement après. Nous mettons également dans notre playlist un épisode bonus avec Marc Mazur qui nous explique comment aborder le marché des cryptos alors que les cours sont proches de leur record. Marc, bonjour. Merci d'être repassé par nos studios. Alors, début décembre, tu m'as envoyé un message à 3h du mat. Tu m'as dit, ça y est, c'est fait, le Bitcoin a passé les 100 000 $. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Alors, j'ai vendu 60% de ma position. Parce que entre-temps, le monde a un peu changé. Il y a Trump. Trump a des projets dans la crypto avec son fils, etc. Il a annoncé pendant sa campagne qu'il voulait essayer de constituer une réserve de Bitcoin pour les États-Unis. Est-ce que ça fera ou pas ? Je ne sais pas. Mais donc, les facteurs, je veux dire, macroéconomiques, entre guillemets, ont fait que j'ai pas liquidé complètement ma position. Et là, je pense que, suivant les différents scénarios, ça pourra encore aller plus haut. Mais j'ai suivi mon plan initial et j'ai vendu une partie de ma position, effectivement. Est-ce que les fruits récoltés avec le Bitcoin ont été réinvestis dans la crypto-monnaie ou c'est de l'argent que tu vas utiliser dans l'économie réelle ? Alors, une partie, j'ai réinvesti dans la crypto, effectivement, parce qu'il y a d'autres, on est dans des périodes qui sont intéressantes pour réinvestir, alt season, etc. Et l'autre partie, pour le moment, je ne l'ai pas sorti. Donc, c'est stacké, donc ce qu'on appelle faire du stacking, sur la crypto-monnaie stable, type USDT, USDC, avec des taux d'intérêt qui sont payés de façon régulière. Pas encore réinjectés dans l'économie réelle. Merci Marc pour cette mise à jour. On écoute maintenant le podcast qu'on a enregistré ensemble en février 2024. Je t'imagine, donc tu as tes robots investisseurs, tu as ton portefeuille très dynamique de trader, tu as ton DCA très cool, long terme. D'ailleurs, ce long terme, je sais pas, c'est 10, 20, 15, 30 ? C'est pas compliqué. Moi, mon objectif, c'est des bitcoins. J'en ai quasi jamais vendu. Mon objectif, c'est commencer à liquider à 100 000 $. Okay. Voilà. Donc, ça, j'ai un objectif. Comme chez BlackRock, tu penses qu'on va arriver aux 100 000 ? Mais c'est mathématique, puisque la quantité est limitée. Le nombre de personnes qui rentrent dedans augmente tous les jours, plus les produits dérivés. À un moment donné, quand on va arriver aux 22 millions, etc. de bitcoin et qu'on aura cette quantité limitée, et on y arrive prochainement, entre guillemets, mais là, le nombre de bitcoins créés diminue de jour en jour. Le halving va encore augmenter, doubler la complexité. Donc mathématiquement, c'est certain qu'on va avoir cette quantité limitée. Et à un moment donné, il y aura tellement d'adoption et ça va être tellement reconnu que tout le monde voudra avoir une petite partie. Celui qui voit le Bitcoin grimper au-dessus des 100 000 $, c'est Marc Mazur. Ingénieur informatique, il a fait ses gammes chez un grand énergéticien belge, notamment dans la sécurisation des transactions, avant de fonder, comme il nous l'expliquera dans cet épisode de Tracker Plus, une des applications les plus utilisées en Belgique pour s'authentifier en ligne. Il est aujourd'hui trader en crypto-monnaie et n'arrête jamais de pousser plus loin la logique mathématique des monnaies virtuelles. Marc Mazur nous dira aussi ce qui l'intéresse dans le marché très volatile des crypto-monnaies, comment il fait pour investir soit sur du long terme, soit à l'image d'un day trader tous les jours. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker Plus. C'est le 4e épisode de la saison 2 du podcast de l'Écho qui part à la rencontre des professionnels de la finance, comme Marc Mazur.
Homme aux multiples casquettes, notre invité de la semaine a commencé à investir dans le Bitcoin en 2012. Et pour débuter l'interview, nous sommes revenus sur les origines de sa passion pour la crypto-monnaie la plus échangée au monde. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans notre émission Tracker. Merci de m'avoir invité. Alors, pour les gens qui te connaissent pas très bien, est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Moi, si je devais un petit peu te définir, on entend beaucoup crypto-trader dans ton parcours, on entend aussi beaucoup sécurité, ouais. On entend aussi beaucoup de technologie, informatique et nomadisme. Tout à fait. C'est un bon résumé en quelques phrases. Donc Marc Mazur, j'ai 45 ans, donc je suis belge. Je suis originaire du Pays des Collines. J'ai vécu après ça 14 ans dans la région d'Anguien. Et ça fait 5 ans que je suis exilé de la Belgique, où je vis donc dans le sud de l'Espagne et donc Marbella et Dubaï. Et donc mon parcours, donc moi je sors de l'informatique, la technologie de l'informatique. Puis je suis autodidacte. Donc comme j'ai 45 ans, j'ai commencé à être sur le marché de l'emploi en 2000, où on se posait encore la question de savoir si Internet allait marcher ou pas. Donc entre-temps, on a vu que c'est un petit peu fortement évolué. Et mon parcours, donc j'ai travaillé pour une grosse boîte qui s'appelle aujourd'hui Engie, où j'ai monté toutes les salles de marché avec l'ouverture du marché de l'énergie en 2001 et où j'ai fini CTO de l'entité de trading de GDF Suez à l'époque, donc GDF Suez Trading. Puis après ça, je suis passé vraiment dans la sécurité pure et dure, puisque j'ai toujours fait de la sécurité entre 2001 et 2015, par la force des choses, dans les salles de marché et dans tout ce qui est supervision des centrales en Belgique. Et là, je me suis mis freelance et j'ai commencé à faire du consulting pour les grandes banques en Belgique, BNP, etc. et d'autres. Et un jour, il y a eu une idée qui a émergé entre Proximus et BNP pour créer un wallet de paiement. À l'époque, ça s'appelait Six Dots, qui n'a pas été un grand succès. On va pas faire épiloguer les choses, mais en gros, donc ça a été un échec. Et puis de là est venue une autre idée de valoriser l'identité dans les banques et de créer une solution qui s'appelle It's Me. Et donc voilà, c'est un des gros projets que j'ai créé, donc It's Me. J'ai toujours été intéressé par la finance, la blockchain en 2009 suite à la crise financière. Et donc comme c'était lié à la technologie, la sécurité et la finance, bah voilà. Donc j'étais vraiment dans la technologie dès le début. Bitcoin 2012, donc j'ai beaucoup suivi tout ce qui était crypto et ce genre de choses, le trading par la force des choses, comme j'étais dans le monde de la finance chez GDF. Et donc tout ça, voilà, passion, donc sécurité informatique, hacking, identité, paiement et tout ce qui est lié à ça. Donc voilà, et aujourd'hui, je fais des projets principalement pour moi, un peu partout dans le monde. Donc tu étais souvent la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, parce que si on prend un peu de recul, de 2000 à aujourd'hui, ce quart de siècle où le système bancaire s'est digitalisé à fond. Tout à fait, toujours un peu en avance. Déjà la blockchain, moi j'avais vu ça comme étant révolutionnaire, même d'un point de vue technologique. Et donc quand on parle technologie dans le monde du système d'information, on parle des couches OSI. Donc on va du physique jusqu'à la présentation. Et on parlait de rajouter une couche spéciale pour la blockchain parce que c'était une technologie qui allait révolutionner le monde de l'IT, et qui l'est d'ailleurs. Et puis après ça, au niveau de l'identité, il y a plus de 7 ans. Donc moi je voyais ça vraiment comme étant un enabler pour toute cette digitalisation, parce que si on n'a pas l'identité, qu'on n'a pas l'authentification, on n'a pas la signature, on sait rien faire. Et à l'époque, c'était notre ami donc De Croo qui avait son digital agenda, mais qui n'avait pas d'enabler par rapport à ça. Il avait une carte d'identité avec un lecteur de carte physique et un PIN pour donner cette identité, et donc c'était totalement obsolète par rapport à ce qu'on voulait faire, enfin par rapport à ce qu'il voulait faire. Et donc voilà, de là est venue cette idée de valoriser l'identité qui était dans les banques et le gouvernement pour offrir tous ces services digitaux. Et alors, toujours dans ton parcours, donc en plus de cette casquette de balèze de l'informatique, de la technologie, très intéressé par la sécurité, tu rajoutes une casquette d'investisseur, de crypto-investisseur. Explique-nous un petit peu ce shift. Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé à faire du trading en 2003-2004 avec les plateformes de Keytrade, pour pas les citer, parce qu'ils étaient quand même ils étaient pionniers à l'époque dans tout ce qui était investissement, et les plateformes aussi sur des futurs, des produits dérivés qui n'existaient pas en Belgique. Et c'est comme ça que j'ai mis vraiment le pied dans ce monde-là. Et puis par la force des choses, 2008, crise financière, j'ai pris en pleine face, tout montait, on achetait, c'était magnifique. Puis du jour au lendemain, ça s'est retourné méchamment avec la crise, et c'est là où a émergé la blockchain et la crypto. Et donc un système qui était décentralisé, distribué,
calqué sur le modèle de l'or, donc le Bitcoin, moi je trouvais ça fantastique d'un point de vue technologique et d'un point de vue concept. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie pour diversifier et parce que moi j'y croyais. Évidemment, à l'époque, on me prenait pour un extraterrestre avec ma clé USB, avec mon programme qui ressemblait à rien pour mettre des pseudo-cryptos qui à l'époque servaient pas à grand-chose. Acheter des pizzas. Même pas, à l'époque, c'était plus sur le dark web, les gens qui faisaient de la musculation pour acheter des stéroïdes, des choses comme ça. Moi, je connais des gens qui conversaient de l'argent pour acheter du bitcoin, pour acheter des stéroïdes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a dépensé 3 bitcoins pour acheter un paquet de stéroïdes? Bien plus que ça. Bien plus que ça. À l'époque, ça valait, au tout début, c'était 4-5 $. Donc, ils ont dépensé bien plus que ça. Peut-être 10, 15, 20 bitcoins, 100 bitcoins pour acheter des stéroïdes. Et ils ont encore les muscles avec Ça a disparu. Et ils regrettent, j'imagine. Ouais, tout à fait. Bon, l'histoire des pizzas est un peu mythique avec le Pizza Day. Mais voilà, c'est une réalité. Après ça, c'est la valorisation des choses. C'est comme une Rolex, on peut l'avoir achetée à l'époque à, 500 € et aujourd'hui, elle en vaut peut-être 50 000. Et c'est la même chose. C'est un bon investissement, c'est acheter la bonne chose au bon moment, au bon prix. Fan de crypto depuis 2010, Marc Mazur s'est au fil du temps mué en trader. Il va à présent nous expliquer ce que cela implique dans son quotidien, sachant que le marché des crypto-monnaies est connu pour sa forte volatilité. L'heure est venue de parler stratégie. Vous allez l'entendre, notre invité de la semaine s'est professionnalisé en mettant les mains dans le cambouis et garde toujours un œil sur la parité euro-dollar. Sachez aussi que nous venons de publier dans la playlist Tracker un épisode réalisé avec Marc Mazur sur la tokenisation grandissante de l'économie, notamment dans le secteur de l'immobilier. Un épisode à écouter sur le site et l'app de l'Écho ou sur toutes les plateformes de streaming. On a eu pas mal d'investisseurs en crypto, des débutants, des un peu plus confirmés dans notre programme Tracker. Et je constate qu'ils ont vraiment un rapport à la volatilité, ils ont vraiment les reins solides. Toi, comment tu gères ce rapport à la volatilité dans le marché des crypto-monnaies ? C'est comme tout instrument. Donc moi, je trade pas uniquement que la crypto-monnaie. Donc je fais de l'investissement et du trading aussi bien en crypto-monnaie que dans le forex, que dans les indices. Je fais pas les actions parce que j'aime pas trop. C'est pas des marchés continus avec les week-ends, ce genre de choses. Mais simplement, il faut s'adapter à la volatilité et la prise de risque. Donc si on travaille sur des produits dérivés comme des futurs ou ce genre de choses, il faut faire une bonne gestion de risque et de money management. Et simplement, prendre des plus petites positions. Si on fait de la spéculation, si on travaille sur du long terme. De nouveau, diversifier son portefeuille et segmenter, par exemple, le montant qu'on veut investir sur un an par mois ou par semaine et faire ce qu'on appelle du DCA, donc de Dollar Cost Average, c'est-à-dire acheter de façon régulière, faire de l'investissement long terme et lisser son prix. Si ça diminue, c'est les soldes, on achète. Limite, on achète plus si on est un peu intelligent et par rapport au montant qu'on investit de façon régulière. Puis si ça monte, on est dedans et on continue à accumuler et à surfer sur la vague. Et je pense pour une personne lambda, c'est la façon la plus simple de le faire. Il y a plein de plateformes aujourd'hui d'ailleurs qui automatisent ça. Donc on dit voilà, je veux un budget d'investir 100 € par mois dans du Bitcoin, de l'Ethereum, peu importe. Ça achète automatiquement, on regarde même pas. Et sur du long terme, par exemple, si on a un enfant, etc., pour créer un portefeuille jusqu'à 18 ans, c'est magnifique. On arrive à des rentabilités qui sont magnifiques, sans se mettre en stress. Donc ça ressemble très fortement au comportement d'un investisseur plus ou moins actif, mais pas non plus très adepte du risque. Ouais, tout à fait. À part ça, de nouveau, dans une gestion de portefeuille, si on a une gestion globale, ça doit être un petit pourcentage parce que c'est des actifs qui sont risqués. Après ça, sur des personnes qui sont plus jeunes, elles aiment bien prendre plus de risques et donc voilà, elles ont une allocation de portefeuille plus élevée parce qu'aussi elles visent du plus long terme puisqu'elles sont jeunes. Donc voilà, ça dépend un petit peu le profil de personne et qu'est-ce qu'on veut faire. Après ça, la crypto-monnaie n'a pas non plus toujours une bonne image parce qu'il y a énormément de scams sur Internet, énormément de publicités sur les réseaux sociaux, etc. où on se fait, on reçoit des emails avec du social engineering pour aller sur des plateformes qui sont toutes des scams. Donc ça n'a pas non plus une bonne image parce que beaucoup de gens se sont fait avoir. Et donc voilà, c'est un peu comme moi, je me souviens avec mon père, j'avais cette discussion au niveau des investissements en 2000. En 2001, il avait été dans une banque, on lui avait dit d'acheter tout ce qui était satellite, etc. à l'époque, ça s'est cassé la gueule, il a perdu de l'argent, il m'a dit la bourse c'est risqué, et je n'investirai plus parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il ne fait pas une gestion de risque, il met pas des stop loss, etc. Il achète, il garde, il comprend pas ce qu'il fait, il achète en une fois. Et de nouveau, c'est ce manque d'éducation, d'ingénierie financière même de base qui manque chez la plupart des gens.
Et alors, pour rester sur ton profil de crypto-trader, est-ce que tu agis vraiment aussi comme les traders en prenant des positions très courtes, en jouant la seconde près sur certains instruments? Ouais, tout à fait. Donc, je fais de l'investissement, donc long terme, comme je l'ai expliqué, donc DCA, donc acheter de façon régulière. Ça, c'est dire couche de fond long terme. Puis après ça, je fais sur des cryptos dominantes. Ouais, top 20. Et alors, après ça, je choisis 2 ou 3 très petites, avec beaucoup de potentiel, qui sont dans des autres segments. Par exemple, si on investit, dans le Bitcoin, l'Ethereum, je veux dire, c'est le top 2, le Bitcoin, c'est l'or numérique, l'Ethereum, c'est la numéro 2, à part qu'elle a des smart contracts, etc. Voilà, je veux dire, elles se suivent. Après ça, il y a des crypto-monnaies qui sont dans d'autres domaines. Je veux dire, par exemple, le e-sport, qui sont dans l'or, qui sont dans la tokenisation, plein d'autres choses. Et le fait d'acheter ces crypto-monnaies qui sont dans des segments différents, mais qui utilisent la technologie de la blockchain, ça permet de diversifier aussi au niveau de la crypto. Après ça, la crypto-monnaie est toujours avec une parité au dollar. Donc, est aussi tributaire du dollar. Donc, si le dollar explose, toutes les cryptos diminuent. Si le dollar diminue, toutes les cryptos montent par la force des choses sans forcément qu'elles varient. Donc, ça aussi, c'est des choses à tenir en compte. Parce que nous sommes en euros et les crypto-monnaies sont corrélées aux parités dollar. Donc, c'est aussi important aussi. Les gens ne comprennent pas forcément ça. Qu'il y a aussi un change, c'est une tripartite, quoi. C'est crypto, dollar, euro. Et donc, il faut bien aussi regarder cette variation euro-dollar et où se trouve l'euro par rapport au dollar. C'est important. Et comme tu es aussi entré tôt dans l'univers crypto, on se rend compte aujourd'hui que le marché crypto réagit parfois de manière très corrélée au marché action traditionnel. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la finance qui maintenant ont des réflexes. Est-ce que tu vois ces mouvements, toi, dans la volatilité de... Ouais, tout à fait. Donc, je suis sur des projets. Donc, pour répondre à la question précédente aussi, donc je fais du trading très court terme sur des futurs aussi, et j'ai du trading 100% automatisé avec des bots et des scripts que moi j'ai développés qui tournent depuis longtemps. Donc, j'ai vraiment le panel complet, et ça continue. Je continue toujours à investiguer et trouver des nouvelles solutions. Et le gros avantage de la blockchain, c'est que c'est un carnet ouvert. Donc, si on se connecte à ce qu'on appelle les fournisseurs de liquidités, donc qui fournissent cette liquidité sur les marchés des cryptos, si on se connecte à tous et qu'on rassemble tous ces carnets d'ordre, on peut lire ce qui se passe dans la blockchain et on peut prédire l'avenir. Parce que le temps que la transaction se fasse, il y a toujours quelques millisecondes ou quelques secondes suivant la blockchain. Et donc, on peut voir ce qui va arriver. Et donc, on peut prédire le futur, entre guillemets. Et donc, ça, c'est très intéressant comme modèle aussi de trading. C'est tout à fait un autre type de trading, 100% spéculatif. Il n'y a pas d'analyse technique, support, résistance, etc., etc. Et donc, la plupart des investisseurs, eux, utilisent toujours les mêmes stratégies. On regarde les grandes unités de temps, on regarde les supports, des résistances, etc., etc. Et les gros institutionnels qui ont accès maintenant à ces actifs via des futurs ou via des ETF ou peu importe, profitent de ça parce qu'ils savent où les gens, entre guillemets, mettent leur stop loss, parce qu'il n'y a pas, les zones sont plus ou moins toujours les mêmes, les stratégies sont toujours les mêmes, et donc vont chercher cette liquidité pour après ça repartir. Et donc la plupart du commun des mortels, entre guillemets, se fait lessiver très rapidement avec des produits dérivés, avec des futurs, parce que tout le monde utilise plus ou moins la même stratégie. Comme il le disait dans l'introduction de cet épisode, Marc Mazur est persuadé que le Bitcoin atteindra les 100 000 $. Ce n'est d'ailleurs qu'à ce moment-là que notre crypto-trader envisage de vendre ses positions long terme. C'est le moment de scanner le portefeuille de Marc Mazur. Moi, je suis persuadé qu'on va arriver à 100 000 $. J'ai ce dialogue, j'ai déjà eu 50 fois entre 2012 et aujourd'hui. À l'époque, 50 $, non jamais 100, puis 100 jamais 1000, puis 1000 jamais 10 000, et puis voilà, on connaît l'histoire, quoi. Et j'ai déjà eu cette discussion-là dans plein de types de crypto-monnaies, aussi dans le Solana, ce genre de choses. Le Solana, moi je suis un adopteur depuis 4 ans. J'ai commencé à investir à $1. On est monté à 240. Parce que la technologie était là, etc. Voilà, après ça, il y a eu des problèmes avec FTX et d'autres choses. Enfin, le marché est occupé d'évoluer et de se réguler, et c'est normal. Je suis, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, débancarisé. Bon, débancarisé, il faut toujours une carte, hein. Mais tous mes investissements, 99,95% de mes investissements sont en crypto depuis des années. Investissement, ça veut dire crypto, ça peut être de la crypto stable, ça peut être du stacking, ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, des NFT, plein de choses. Et le 0,01% restant, il est en... C'est du cash, euro et dirham. Sur 100% de ton portefeuille, quelle est la part DCA, la part très risquée et la part gérée par des petits robots que j'imagine tu leur as donné des petits noms même. Même pas. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ça dépend du moment. Par exemple, ici, depuis début d'année, depuis février-mars, j'ai augmenté mon pourcentage de DCA
Donc je suis à entre 15 et 20% d'investissement par rapport à mes crypto-monnaies stables dans du DCA, qui n'était pas le cas avant, parce qu'on est vraiment sur des phases d'accumulation qui sont intéressantes. On spécule sur le fait que le halving qui arrive aux alentours d'avril, mai, juin l'année prochaine va recréer ces dynamiques. C'est un critère. Deuxième critère, on voit que les grosses mains sont occupées d'accumuler aussi. Deuxième critère. Troisième critère technique, d'analyse technique, on voit qu'on est dans une zone d'accumulation au niveau du Bitcoin, qui est quand même le maître, qui est très intéressante. On est sur des niveaux de clés qui sont très intéressants. On voit que les produits dérivés arrivent, etc., etc. Et moi, pour moi, ce sont tous des critères qui font qu'aujourd'hui, moi, je fais plus de DCA pour être dedans quand, entre guillemets, ça va exploser et casser les supports. Et je pense que ça va arriver. Après ça, voilà, c'est de la spéculation. De nouveau, je fais du DCA, donc je me mets pas en danger. Après ça, j'ai mon trading spéculatif court terme, où là, pour le moment, j'ai pas grand-chose d'alloué parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir avec la rentrée, entre guillemets, et ces ETF et tout ça qui vont arriver. Et puis les petits robots, ils tournent en permanence. J'ai 10 à 15% qui sont alloués sur les petits bots qui tournent. Donc tu fais... Et le reste stacké, donc c'est-à-dire stacking, c'est quoi? C'est le fait de bloquer des crypto-monnaies stables ou pas stables dans des pools de liquidité, ou entre guillemets, comme c'est de la crypto-monnaie stable, il n'y a pas de problème de variation de taux, mais je reçois une rémunération toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, suivant le type de stacking, comme si je me mettais prêter de l'argent à la banque qui, elle, va faire un crédit de l'autre côté. Ouais. Et donc ça me permet d'avoir toujours une rentabilité, même sur une crypto-monnaie stable, comme l'USDT par exemple, qui est équivalent du dollar. Par rapport à une sauvegarde physique sur des clés USB, ouais. C'est des choses qui te parlent? Oui, bien sûr. Donc moi, je n'ai pas de ledger. J'ai historiquement des clés USB encryptées qui sont au niveau bancaire, qui coûtent pas grand-chose. Une clé de 4 Go, ça coûte 80 €, et qui sont garanties entre guillemets à vie. Donc si on fait une attaque physique dessus et s'autodétruit, c'est la même chose que utilisent les banques, ce qu'on appelle des HSM. Pour donner la norme, c'est FIPS Level 2. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire que si on fait une attaque physique, ça je crois que vous êtes deux à comprendre ça. Ouais, il y a quelques personnes dans les banques qui vont peut-être écouter et qui comprennent. Et en fait, ce sont des normes de sécurité. Par exemple, tout ce qui est clé d'encryption, signature, qui permet de dériver les pins, etc., des cartes de banque sont stockées dans ces HSM. Et dans les banques, le HSM, si on le prend, on le retire du rack, il s'autodétruit. Donc c'est attaque physique, etc., etc. Donc voilà, moi j'utilise ça personnellement. Et c'est une clé USB, donc une fois qu'on tape le PIN, voilà, c'est entre 8 et 16 chiffres qu'on le met dans l'ordinateur. Ça se montre comme un disque dur classique. Et là-dessus, moi j'ai mes petits wallets à moi, historiques, et qui ont été audités, etc., que c'est pas des trucs centralisés, etc., avec des petits exés qui tournent dans Bitcoin, Ethereum, etc., etc., qui permettent de stocker les crypto-monnaies que je veux garder cold, qui ne sont pas stackées. Parce qu'à partir du moment où on veut les stacker ou ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut passer par un wallet décentralisé, par exemple MetaMask, Trust Wallet, etc., où on passe par un smart contract qui vont bloquer ces crypto-monnaies. Mais bien sûr, ma clé privée et mes seed phrases sont sur cette clé USB. Bah oui, je pose la question aussi parce que on a des exemples récents de gens qui pensaient mettre leur argent en sécurité dans des endroits qui faisaient de la crypto, et maintenant ils se rendent compte qu'en fait eux étaient liés à d'autres partenaires, et parfois il y a des fraudes. Et donc ça crée la faillite. Parfois il y a des faillites parce que le projet industriel n'est pas bon, et puis ça fait une réaction en domino. Il y a aussi cette question de quand on voit des grosses plateformes, elles jouent aussi un petit peu ce rôle de banque centrale dans une économie qui se dit décentralisée. Là, tu nous as expliqué brièvement, mais très techniquement, comment tu faisais pour vraiment avoir la main sur tes investissements. Tu passes par ces grosses plateformes aussi pour faire de la transaction? À partir du moment où je veux changer du fiat vers de la crypto, je suis obligé de passer par une grosse plateforme. Ou je vais à Dubaï dans un bureau de change avec du cash, où là, bonjour, je donne 100 000 dirhams et je ressors de la crypto sur un wallet en 2 minutes. Mais autrement, je suis obligé de passer par une plateforme centralisée pour convertir du fiat vers de la crypto. Donc oui. Après ça, ces plateformes, aujourd'hui, sont de plus en plus régulées. Donc, pour pas citer son nom, on a FTX qui a fait faillite, entre guillemets, par des problèmes de fraude, des problèmes d'investissement risqué, des filiales, etc., etc. Mais aujourd'hui, ils ont récupéré plus de 90% des liquidités des investissements qu'ils vont rendre aux investisseurs. Moi, j'avais rien sur FTX parce que personnellement, je n'ai jamais voulu ouvrir même un compte chez FTX parce que vu le budget marketing qu'ils mettaient dedans, c'était pas normal par rapport à une rentabilité d'une société normale. Donc déjà là, rien que ça, il y avait un loup blanc pour moi. Après ça, ils permettaient de faire des arbitrages, même sur des crypto-monnaies stables, des trucs un peu bizarres. Ils donnaient énormément d'avantages, de premium à des market makers
Et donc tout ça faisait pour moi qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Au-delà de savoir ce qui s'est passé après. Donc moi, j'ai 0 chez FTX. Après ça, j'ai perdu. Enfin, j'ai de l'argent qui est bloqué, perdu pour le moment dans d'autres faillites. Celsius, par exemple, qui était une grosse plateforme de stacking, qui a fait faillite. Et, toutes les crypto-monnaies sont là, etc. Et on est dans un processus parce que la société était basée aux États-Unis. Voilà, c'était pas un scam, mais ils ont fait faillite pour différentes raisons. On va récupérer nos investissements, mais ça reprend. Là, ça fait 1 an et demi, et on arrive au bout. Mais voilà, donc il faut bien regarder aussi où on investit et aussi diversifier. Moi, j'avais pas tout mis chez Celsius, je mets pas tout dans les autres. On va pas citer tous les noms de toutes les exchanges, mais je mets pas toutes mes cryptos. Même si je dois utiliser une plateforme centralisée, dans une, j'en utilise plusieurs et je diversifie. Il y a assez d'offres. Après ça, il faut se renseigner, savoir dans quelle plateforme on va déposer ses crypto-monnaies et où on va trader. Mais voilà, de nouveau, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Marc Mazur est confiant pour l'avenir des crypto-monnaies. Un avenir qui doit passer par la case régulation, ce qui n'est pas une mince affaire. Penchons-nous à présent sur les évolutions qui attendent le marché des cryptos, tant au niveau réglementaire que technologique. On est à l'ère du Minitel, si je peux comparer. Donc c'est des choses qui évoluent, mais c'est en pleine croissance. Quand on voit le CEO de BlackRock, il y a 3 ans, il disait que la crypto c'était de la merde, et aujourd'hui il dit que le Bitcoin c'est de l'or numérique. Il y a quand même une évolution en 36 mois, quoi. Donc on voit que tout ça est occupé d'évoluer, et tous ces produits dérivés vont apporter de la liquidité sur le marché. Positif ou négatif, on le verra dans le futur, parce que si les grosses mains peuvent y accéder par des produits dérivés, ça veut dire qu'elles vont potentiellement pouvoir manipuler le marché à faible prix, puisque les volumes et la volatilité sont bien moindres que sur un marché du forex ou un marché des indices ou ce genre de choses. Et ces fameuses grosses mains, est-ce qu'elles n'ont pas déjà une grosse prise aussi sur le marché? Les top 3 mondiales sont dans la crypto depuis très très longtemps, donc ils sont là, ils investissent et ils spéculent là-dessus et ils font du easy money là-dessus, c'est clair. C'est là qu'on rentre dans cette ingénierie financière qui, en termes technologiques, techniques, montre plein d'aspects révolutionnaires, mais qui, j'imagine, se heurte aussi au monde des banques, au monde des notaires. Enfin voilà, c'est 2 systèmes qui sont basés sur des choses totalement différentes. Le gros enabler, c'est ce qu'on appelle le KYC, donc l'identité. Donc aujourd'hui, il y a des solutions comme Itsme, par exemple, en Belgique, Luxembourg, Hollande. Dans d'autres pays, la France est occupée d'évoluer aussi avec France Connect vers ça. À Dubaï, ils ont déjà l'identité digitale depuis peu, ils vont très très vite. Donc une fois qu'on a l'identité digitale, qu'on peut le lier à un wallet et une adresse d'un wallet qui est la vôtre, du coup, on a KYC plus wallet, ça fait KYW, c'est un nouveau concept qui arrive. Donc, ça veut dire que cette adresse est reconnue et liée à l'identité de Marc Mazur. On ne sait pas que c'est Marc Mazur, mais on sait qu'elle a été vérifiée et qu'il y a une preuve d'identité derrière. Donc, ça veut dire qu'après, pour faire des transactions de ce wallet, on sait d'où ça vient. Donc, au niveau de la banque, ça va déjà réduire fortement les problèmes. Puis après ça, il y a la problématique, ce qu'on appelle AML, donc blanchiment d'argent, anti-money laundering. Et là, il y a déjà plein de technologies qui existent dans la blockchain pour voir s'il y a des tokens ou des crypto-monnaies qui sont arrivées de choses frauduleuses dans un wallet. Donc ça existe. Puis après ça, si on passe par un exchange, donc un exchange centralisé où on met une carte bleue ou un virement bancaire pour acheter la crypto, là, il y a le KYC, donc on a la traçabilité. Donc en combinant ces 3 choses, donc crypto, je vais dire, dans la blockchain, l'identité liée au wallet, plus si on achète des cryptos à partir d'un exchange, on répond au KYC, oui, on répond à l'AML, oui. Donc du coup, d'un point de vue légal, on est bon, on est comme dans une banque. Et c'est ça qui est fascinant en suivant de l'extérieur le marché des cryptos, le marché des tokens, c'est que l'impulsion, elle est sauvage en fait. C'est des développeurs, des informaticiens qui ont dit « Ok, mais en fait, comme ça c'est plus pratique, ça va plus vite. Ah oui, vous voulez de la transparence, comme ça c'est transparent. » Et donc c'est toujours la révolution technologique qui arrive en premier et la régulation qui vient après. C'est toujours comme ça, hein. C'est pourquoi c'est 120 km sur l'autoroute, c'est parce qu'il y a un mec qui a fait un crash à 200, puis c'était 150, machin, puis on est à 120, parce que voilà, je pense que c'était 120 ou 140, ça changerait pas grand chose, mais c'est toujours la régulation, arrive toujours après. Et c'est un peu dommage qu'il n'y a pas déjà un cadre au départ, on aurait déjà évité beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que malheureusement, les régulateurs vivent un peu dans le passé et n'ont pas forcément du R&D et de vision futuriste, en tout cas en Europe, malheureusement. Dans les pays autres, comme par exemple Dubaï, c'est un peu différent, eux, ils sont plus dans le futur. Hein. Justement, toi, avec ta casquette du coup de digital nomade, t'as vu comment ça se passait aussi dans d'autres zones, en Asie, tu parles de Dubaï, aux États-Unis. Donc on va vraiment travailler comme ça par zone. En fait, là, on pourra parce que il faut ça comme base légale pour acheter et vendre. C'est pas compliqué, il suffit de regarder l'Amérique du Sud. Hein.
l'Amérique du Sud a adopté le Bitcoin comme seconde monnaie nationale, le Salvador. Ils l'ont fait en un mois. Aujourd'hui, moi, j'ai discuté dimanche avec des personnes qui sont en Amérique du Sud, des Belges, qui font du business en Amérique du Sud. Ils achètent du Bitcoin là-bas parce que pour contrer l'inflation. Donc, ils font euro, Bitcoin, monnaie locale au fur et à mesure du temps. Donc, ils utilisent déjà la crypto-monnaie et la blockchain au jour le jour dans ces pays-là. Et pour eux, c'est révolutionnaire. Il y a plein de pays d'Afrique aujourd'hui aussi qui ont des CBDC, ce genre de choses, parce qu'ils sont déjà en avance de technologique d'un point de vue, aussi monétaire, échanges internationaux, contrer l'inflation, avoir des échanges qui sont immédiats sans passer par des Western Union ou des choses comme ça qui prennent des frais énormes. Donc tous ces gens-là sont en avance de phase parce que c'est un mal nécessaire. Quand on a une inflation au Salvador ou en Amérique du Sud qui est à 100% ou à 200% ou peu importe, ils sont obligés de trouver un moyen de survivre pour le commerce international et pour les échanges rapidement. Ils sont prêts sur la balle. Oui, c'est ça qui est très intéressant. C'est un des exemples qui montre aussi qu'on peut travailler à la démocratisation des investissements, mais concrètement, même à l'aide au développement, par exemple. On peut savoir que la grosse enveloppe envoyée par la Belgique pour faire cet hôpital dans ce pays où les gens meurent très tôt, elle a été utilisée là. En termes de santé aussi, pour les dons d'organes, il y a toute une gestion qui peut être prise par la tokenisation, la blockchain. La technologie de la blockchain, une de ses grosses forces, c'est la non-répudiation. Le fait que, dans une transaction, dans la blockchain, il ne doit pas forcément avoir une valeur monétaire et une contrepartie qui est du dollar ou du bitcoin, etc. On peut stocker de l'information qui est non répudiable à vie et qui ne va pas bouger. Et cette information, elle peut être encryptée, signée ou bien en clair, peu importe. Et c'est clair que des données de santé, de la traçabilité sur des pièces de voiture, sur un médicament qui est authentique, ou même sur des prescriptions qui ont été faites, etc. Tout ça peut être stocké dans la blockchain et être utilisé, et déjà utilisé aujourd'hui. Le luxe, sur la durée de vie des médicaments aussi. Ouais, tout ça, la formule, ce genre de choses. Le luxe aujourd'hui utilise de plus en plus la blockchain. L'authentification pour contrer la contrefaçon. Exactement. Et aussi tout ce qui est voiture, pièces de voiture, vin. Les grosses bouteilles de vin, maintenant aussi, on dit puce NFC intégrée avec le stockage de l'information qui est dans la blockchain. Okay. Mais il y a quand même quelque chose qui va pas. À entendre beaucoup de gens qui ont les deux pieds dans la finance, ça reste quand même encore le diable. De nouveau, comme c'est un marché naissant, comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup de volatilité. Après ça, il y a des gens qui tirent parti de cette volatilité. Si dans le monde de la finance, si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Après ça, le monde de la finance travaille des produits et des stratégies qui sont totalement différents. Ils travaillent sur des futurs, avec des couvertures par option, avec des obligations, de l'or, etc. Donc, ce sont des stratégies où aujourd'hui, on peut difficilement les répliquer dans le monde 100% crypto-blockchain, mais ça arrive. Si les CBDC sont là demain, ça arrive. Ça veut dire que tu as du forex, donc du fiat, de la devise, dans la blockchain, dans la crypto. Donc ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui dans le monde du forex, tu peux le faire dans la blockchain. Donc ça veut dire que tu peux très bien faire du trading sur de la Bitcoin, de l'Ethereum, faire du hedging sur du dollar avec de l'euro, etc. 100% blockchain, sans sortir de la blockchain. Puis après ça, il suffit qu'il y ait des grosses banques qui émettent des options tokenisées. Les futurs existent déjà dans la blockchain, donc tu as les futurs. Donc oui, checkbox. T'as le forex, checkbox, t'as tous les produits dérivés, toute la crypto, checkbox, t'as les options, il y en a déjà aujourd'hui, mais elles ont des primes qui sont très chères. Le jour où il y a des options qui seront là, sur toutes les crypto-monnaies et sur tous les actifs qui sont dans la blockchain tokenisée avec des primes qui sont abordables, on a tous les produits financiers qui sont dedans. Les bons d'État, il y a déjà des pays qui ont fait des tests d'émission de bons d'État dans la blockchain. Si les pays font les bons d'État dans la blockchain, on a tous les actifs qui sont tokenisés dans la blockchain. Donc ça veut dire qu'on peut répliquer tout ce qui se passe dans la finance traditionnelle dans la blockchain avec de la traçabilité, en plus d'avoir les actifs crypto qui sont liés. Donc on peut tout faire en plus rapide, moins cher, et 24/24/7/7. C'est maintenant l'heure de la question au tracker de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités de vous poser une question. Question à laquelle vous pouvez répondre sur le groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou en nous écrivant à l'adresse podcast@lecho.be. On écoute la question de Marc Mazur. J'aimerais bien demander au tracker de l'écho qu'est-ce qui le retient à passer le cap et investir dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est de la peur, de la manque d'informations Je suis vraiment intéressé. Envie de répondre à Marc Mazur? Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou envoyez-nous vos réponses à l'adresse podcast@lecho.be.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 de Tracker Plus. Il sera encore question de trading, mais sur des produits plus conventionnels, puisque nous avons reçu Christophe Klesinski, trader professionnel et fondateur de l'école BitTrader. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation du podcast de l'Écho qui rencontre les professionnels de la finance.